enchaîne, hein, Luc et Alice. C'est vrai que je disais que je voulais qu'on rentre un peu dans le détail, hein. On a bien compris qu'à un moment, il fallait lancer une enquête, hein. Très concrètement, comment ça va se dérouler, une enquête interne, quand vous arrivez dans une entreprise? Alors, comment ça démarre? On l'a déjà abordé, mais Alice, peut-être vous, quand vous recevez votre premier coup de fil, comment ça se passe? Alors déjà, ça peut démarrer de plusieurs sources différentes. On a parlé des alertes, mais ça peut être une perquisition d'une autorité. Donc l'entreprise n'est absolument pas au courant qu'il y a un problème chez elle et puis tout d'un coup elle voit les officiers qui débarquent. Ça peut être aussi un contrôle interne qui a tout d'un coup un indicateur bizarre qui clignote et puis ça met la puce à l'oreille. Donc quand l'entreprise nous contacte, elle a déjà un soupçon, mais elle ne connaît pas l'ampleur du problème, elle ne connaît pas la gravité du problème, elle ne sait pas forcément qui est concerné. Donc parfois, notamment parce qu'il y a une alerte qui peut être très précise, elle a des éléments, mais la plupart du temps, elle ne sait pas. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer de définir vraiment le périmètre sur lequel il faut qu'on travaille et ajuster aussi le périmètre aux risques potentiels. Parce que l'enjeu réputationnel peut être très fort. À ce moment-là, il y a des précautions à prendre. Parce qu'il peut y avoir une problématique juridique qui nécessite qu'il y ait tout de suite un avocat dans la boucle et qu'on travaille en binôme avec des avocats. Et donc, nous, on va réfléchir à l'entreprise, à qui va intervenir, sur quel calendrier. Est-ce qu'on a besoin de mobiliser une équipe vraiment très importante sur un temps très court, ou est-ce qu'au contraire, on se donne un petit peu le temps de voir venir? Et puis, on va définir avec eux quelle est l'urgence, quelle est la gravité, quelles sont les personnes en interne qui vont être au courant et qui vont être impliquées pour définir vraiment le dispositif qu'il faut mettre en place. Ça va durer combien de temps en général? Ça peut durer, c'est rarement moins d'un mois parce que il faut vraiment le temps de mettre en place le dispositif, de faire les travaux et ensuite de finaliser nos analyses. Et ça peut durer 6 mois, 1 an. Je dis souvent à mes clients, une investigation, on sait quand ça commence, on sait d'où ça démarre, mais on ne sait pas où ça nous mène. Et quand on commence à tirer le fil, parfois, on tombe sur des choses qu'on n'avait pas soupçonnées et qui vont être suffisamment sérieuses pour que nos clients veuillent qu'on approfondisse. Et puis, il y a une partie aussi analyse de données qui peut être très significative parce que nous, évidemment, on va passer... on a plusieurs travaux qu'on va pouvoir mettre en place, mais la base, ça va être de récupérer les données intéressantes avec la profondeur, c'est-à-dire l'ancienneté qui est utile si on a une fraude qui s'est étalée sur 10 ans et qu'il faut aller creuser dans les archives comptables, financières, de production, dans les emails sur 10 ans. Bien évidemment, l'analyse va être longue. Ce que j'allais vous dire, vous travaillez sur tout type de documents, tout type de données. Est-ce qu'on on vous imagine avec des écoutes téléphoniques? Enfin, sur quoi est-ce que vous basez en fait? Alors, les écoutes téléphoniques, ça ne le fait pas. C'est une prérogative uniquement de la police et heureusement. Sauf dans un cas qui est l'environnement des marchés financiers où les opérateurs sont sur bande enregistrée. C'est-à-dire que leur téléphone professionnel est systématiquement enregistré et archivé. Et donc là, on peut avoir à retracer des opérations boursières, des ordres d'achat, des ordres de vente et donc écouter les bandes. Mais sinon, non, on n'est pas sur écoute. Nous, on n'a pas de prérogative de police. Par contre, on a tout le périmètre des éléments dont l'entreprise est elle-même en possession. Donc ça va être tout ce qui est les ERP de gestion, comptable, financier, qui nous apportent des données. Ça va être les boîtes mail, évidemment, qui maintenant est une source très importante d'informations pour comprendre comment les choses se sont faites, pour comprendre les interlocuteurs. Mais nous, on va aussi procéder beaucoup par entretien. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre vraiment comment est organisée l'activité. Et donc, on va rencontrer soit des témoins, soit les personnes visées par l'alerte elle-même pour qu'elles puissent s'expliquer. Et puis on s'arrête au périmètre de l'entreprise, donc ce qui veut dire que pour tout ce qui va être l'extérieur, donc si c'est des fraudeurs externes, là il va falloir que l'entreprise donc porte plainte. C'est aussi l'avantage de la plainte, c'est qu'à ce moment-là, les services de police prennent le relais sur ce qui est à l'extérieur de l'entreprise.
Luc, quand est-ce que tout ça c'est fini? Quand est-ce que l'enquête et quand est-ce que vous décidez que vous êtes arrivé au bout de la pelote, pour reprendre l'expression d'Alice? Eh bien, c'est quand l'ensemble de ces travaux sont réalisés. Sachant qu'il ne faut pas croire que toutes les enquêtes se terminent par le constat de l'existence d'une fraude ou d'un détournement ou d'une corruption. Dans un assez grand nombre de cas, il s'avère que on a des indices, mais on n'a pas totalement la preuve, on n'a pas comme on dit en bon français, le smoking gun, qui permet d'identifier le fraudeur et le montant pour lequel il a fraudé. Pour nous, l'enquête se termine par, le plus souvent, quand on a mené tous les travaux qui pouvaient être faits et qu'on remet notre rapport détaillant l'ensemble des travaux qui ont été réalisés. Alors, ce sujet du rapport est un sujet extrêmement sensible pour nous dans ces situations. C'est particulièrement sensible dans les cas où on investigue des sujets de corruption. Parce que à partir du moment où on remet un rapport, de manière très officielle, l'entreprise est au courant, et elle ne peut pas nier qu'elle est au courant de l'existence d'un document qui lui signale qui, comment, quoi et avec quel résultat. Et donc c'est la raison pour laquelle très souvent nous intervenons ce qu'on appelle sous couvert d'avocat, qui assure un filtre entre l'entreprise et nos travaux, puisqu'il bénéficie du privilège d'avocat et de la confidentialité des échanges entre clients et avocats. Et il nous est déjà arrivé de faire des travaux, émettre un rapport, mais ne jamais le remettre, puisque l'entreprise a préféré ne pas recevoir le rapport, compte tenu ayant connaissance de nos conclusions, a préféré ne pas recevoir le rapport, de manière à avoir le temps de prendre des dispositions. D'autant plus que il faut toujours avoir un regard un peu global sur le sujet. Certaines législations nationales obligent les entreprises, à partir du moment où elles ont communication d'un rapport qui leur décrit tel et tel et tel événement, d'agir, et d'agir dans des délais qui sont très brefs. La Belgique, en particulier, prévoit que à partir du moment où vous mettez en cause une personne, vous avez 3 jours pour agir contre la personne en question ou prendre une décision et lui communiquer les conclusions. Donc c'est très court. D'autres pays, c'est un peu plus long, mais il y a cette problématique pour l'entreprise de prendre connaissance de nos conclusions avant d'agir, puisque notre rapport n'est qu'une étape dans l'analyse, et en particulier quand la fraude est avérée. De votre côté, quand vous êtes arrivé à des conclusions, vous n'avez pas d'obligation de déclaration? Non. Sur les plans que l'entreprise va mettre en place, vous voyez tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la réorganisation interne, des mesures disciplinaires, tout est possible? Oui, tout à fait, tout est possible. L'entreprise peut... Alors après, elle en mesure les conséquences ou elle en mesure les modalités opératoires. Mais comme le disait Jean-Marie Gauvin tout à l'heure, mon analyse, c'est qu'à partir du moment où une entreprise a connaissance de faits frauduleux ou corruptifs, elle devrait porter plainte. Elle ne le fait pas toujours, mais à mon sens, elle devrait le faire. Tout simplement, à la fois pour porter un message et en même temps pour limiter le risque qu'elle puisse être considérée comme étant en quelque sorte complice de la fraude. Si elle a connaissance d'une fraude et qu'elle ne fait rien,
se pose la question de sa responsabilité dans les suites à donner. Mais vis-à-vis des personnes considérées, oui. Alice, en complément? Si je peux rajouter quelque chose, c'est que nos travaux ne vont pas forcément conduire à caractériser une fraude ou un coupable. En tout cas, nous, c'est jamais à nous de le dire, mais en tout cas, il n'y a peut-être pas de comportement frauduleux qui va être mis en exergue. Par contre, souvent, on met en évidence des failles dans l'organisation, dans les procédures, dans les contrôles, dans les vérifications. Et la conséquence de nos travaux, c'est souvent que ce qui a été mis en évidence comme faille dans notre rapport va servir de base de remédiation pour l'entreprise qui va ajuster les paramètres de son ERP de suivi des achats, ou qui va effectivement mettre en place une organisation en séparant des tâches qui étaient avant gérées par une entité unique. Et donc c'est aussi l'utilité des enquêtes internes, c'est de comprendre où est-ce que des processus peuvent être défaillants et être corrigés pour être améliorés. Alors peut-être très concrètement pour nos éditeurs, qu'est-ce qui doit les alerter? Si on doit faire une petite liste de signaux faibles, qu'est-ce que vous voyez souvent comme être finalement des signes? Alors moi je dirais que c'est là aussi que le rôle de l'humain, des collaborateurs est fondamental. Ils connaissent très bien leur métier et donc ils vont être alertés sur des choses atypiques, sur un mode de communication inhabituel pour un partenaire. Donc il faut vraiment faire confiance à son savoir-faire quotidien et pour repérer les anomalies. Moi, j'ai envie de donner plusieurs axes. Il faut faire attention à ce qui est un peu trop beau pour être vrai. On parlait de Madoff tout à l'heure. Madoff, pendant 30 ans, ses fonds ont délivré 10% de performance annuelle. Ça n'existe pas. Donc, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Dans l'environnement des marchés financiers, avoir une performance aussi élevée de manière aussi constante, ça n'est pas possible. Donc, il ne faut pas être naïf ou trop ébahi par une promesse de rendement. Et ça vaut d'ailleurs pour les particuliers. Ce qui est trop beau pour être vrai, souvent, c'est qu'il y a un hic. Mais ça va aussi dans les entreprises. Je pensais aux achats, par exemple. S'il y a systématiquement le même fournisseur qui a la meilleure offre sur un marché qui a toujours le meilleur prix, il y a peut-être une question à se poser, parce que même si ces prix sont bas, le fait que ce soit systématique, on peut se poser la question d'une collusion ou d'une information. Donc, être vigilant sur ça. Être vigilant, alors on en a un petit peu parlé dans les procédures, on sait qu'il faut en interne avoir une séparation des tâches, mais il y a quand même un petit peu des zones blanches qui parfois échappent au contrôle. Ça va être une filiale qui, parce qu'elle est en JV avec un autre groupe, échappe un petit peu au scope habituel. Ou ça peut être quelque chose qui est géré par le président tout seul, parce que c'est lui qui décide. Et finalement, c'est ces zones blanches qui sont évidemment des zones de risque sur lesquelles il faut qu'on fasse attention quand on fait les cartographies et quand on évalue vraiment son périmètre de contrôle, parce que y a toujours des petits malins qui les repèrent et qui s'en servent pour les détournements. Et puis peut-être un dernier avertissement, un dernier appel à la vigilance sur les secteurs en tension. Moi, j'ai beaucoup travaillé il y a plus de 15 ans sur les subprimes, sur la crise des subprimes, au moment où, en fait, il y avait tellement d'appétit de la part des acteurs du marché pour ces produits structurés qui avaient des super rendements, des ratings AAA, donc à la fois ils étaient super performants et super sécurisés, que finalement, disons que des acteurs ont servi au marché ce que le marché voulait, et donc ces produits structurés ont été composés en quantité invraisemblable, et parce que la demande était très forte. Et je me dis aujourd'hui qu'on peut avoir le même type de risque sur tout ce qui concerne les produits verts, les produits financiers, ou même les produits bio. Quand la demande des consommateurs est très forte pour avoir du bio, si la chaîne d'approvisionnement n'est pas en capacité, il peut y avoir la tentation par certains de présenter des produits comme étant tout à fait verts, sustainable, alors qu'en fait ça ne l'est pas.
Et on voit bien aussi que la finance verte est un sujet qui aujourd'hui risque de poser problème, puisque tout le monde veut investir dans des sociétés vertes et dans des produits financiers verts. Et donc là, il peut y avoir une tentation par certains d'en proposer alors qu'ils ne le sont pas vraiment, et donc de la vigilance comme ça sur un marché en tension. Luc, je voulais revenir tout à l'heure, vous avez un peu parlé du profil du fraudeur. Virginie nous disait que notre voisin de bureau peut être fraudeur. Alors, peut-être un ou deux éléments. Qu'est-ce qu'on sait du fraudeur? À quoi il ressemble? C'est monsieur tout le monde. C'est souvent monsieur d'ailleurs, mais pas que. Hein, pas que. Les femmes sont de plus en plus présentes dans tous les domaines. Faites attention. Exactement. J'ai bien connu, si je puis dire, une comptable qui a fraudé son entreprise pendant 10 ans de manière très, très régulière, sans être identifiée. Alors, je distinguerais, on l'a évoqué déjà, le fraudeur externe, je dirais que ça, c'est pas un profil, c'est une industrie. Ce sont des gens qui ont mis en place des schémas, quel que soit le schéma. Ce sont des gens qui ont bien réfléchi, il y a une ingénierie, il y a une méthodologie qui est développée. Et en fait, vous ne le voyez jamais, le fraudeur. Vous avez peut-être des échanges téléphoniques ou email, mais vous ne le voyez pas. Mais ce sont en général des hommes qui appellent, et pas des femmes. Mais donc ils agissent avec une méthodologie, un script et une récurrence aussi. C'est-à-dire que c'est des mécaniques qui sont mises en place, qui pendant un certain nombre de mois vont cibler telle entreprise jusqu'à épuiser le filon, quitte à y revenir 6 mois ou 1 an après. Donc c'est pour ça que le fait de revenir en permanence, de sensibiliser en permanence est important. Sur la fraude interne, on est plus dans des agissements opportunistes, comme on l'a indiqué. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple d'un fraudeur très efficace qui s'est bien enrichi qui est exactement le profil que j'évoquais, un homme 40-45 ans, en position hiérarchique, et il se trouve aussi que les fraudeurs sont, j'ai évoqué Madoff tout à l'heure, sont souvent des gens, alors il ne faut pas penser que tous les gens sympathiques sont des fraudeurs, mais sont souvent des gens chaleureux, sympathiques, charismatiques. Dans l'exemple en question, c'était quelqu'un qui était toujours là pour rendre service et qui était très efficace. Alors il prenait très peu de vacances, c'est aussi un indicateur. Il était vraiment en position de direction financière, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Il se trouve qu'après qu'une fraude ait été détectée totalement par hasard, qu'on ait investigué la fraude et que le montant ait été identifié, le dirigeant, avec une certaine lucidité, a remarqué que, compte tenu du niveau de rémunération qui était alloué à cette personne, c'est normal qu'il ait fraudé. Grosso modo, le message étant, en fonction de la responsabilité que l'on donne à quelqu'un, il faut veiller à ce qu'il y ait une certaine correspondance entre responsabilité et rémunération. Parce que vous n'êtes pas en train de donner un blanc-seing à pas mal de personnes qui s'estiment sous-payées en ce moment. Je dis, rassurez-moi. Alors après, il faut identifier le mécanisme de fraude et imaginer qu'elle va pouvoir durer un certain temps. Non, ça c'est ce qu'on appelle la rationalisation du fraudeur, qui va dire, comme je suis mal payé, c'est bien de frauder, j'ai le droit. Mais voilà, donc le profil est, si je puis dire, quand il agit de manière individuelle, est un peu celui-là. Parce qu'évidemment, tous les montages plus sophistiqués, triangulaires, sont des montages sur lesquels là on peut trouver un nombre d'acteurs plus important et c'est plus difficile à identifier. Et là, il n'y a pas de profil type dans ce cas-là.
Bon, j'entends ce profil, cette description assez large qui peut induire de la suspicion généralisée. Donc on va se souvenir du message de Virginie Srecky tout à l'heure qui disait qu'il fallait quand même travailler dans la confiance. Nous, on arrive au bout de ces beaux échanges de la matinée. Je voudrais peut-être vraiment en mot de la fin vous demander un petit conseil très pratique. On a vu plein de choses, des procédures un peu lourdes, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi pour avancer d'un cran dans cette lutte contre la fraude? Petites choses à mettre en place, très, très simples et très concrètes. Question piège. Non, moi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a tous dans notre fonction, quel que soit notre métier, quel que soit notre rôle et notre place dans l'organisation, on identifie chacun des failles, et on sait, quelque part, on se dit, ah ben tiens, si je voulais frauder, je pourrais faire ça. Et je pense que c'est important que l'exercice de répertorier les risques soit collectif et fasse intervenir vraiment tous les échelons pour que les gens puissent s'exprimer en fonction de ce qu'ils connaissent de leur métier, qu'ils connaissent très bien, des failles qu'ils ont envisagées, qu'ils ont visualisées et qui peuvent faire remonter pour que l'ensemble de l'organisation se protège plus efficacement. Oui, j'aurais voulu effectivement terminer sur une note positive. L'entreprise, entreprendre, c'est prendre des risques. Et la fraude, c'est un des risques, mais c'est heureusement pas le principal. Et le but de l'entreprise, c'est de permettre à chacun de prendre des risques. Parce que si personne ne prend de risques, il n'y a pas d'entreprise et rien n'avance. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher cette prise de risque. Mais ce à quoi il faut faire attention, je crois, c'est mettre en place des garde-fous pour essayer que chacun sache que s'il dépasse la limite, il sera identifié, et éventuellement pourchassé. Donc, c'est mettre en place des mécanismes qui s'assurent que on restera bien dans l'objectif de l'entreprise, qui est de prendre des risques pour développer l'entreprise et assurer son avenir. Mais voilà, donc c'est... Pour reprendre l'adage bien connu, la confiance n'ira pas sans contrôle. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis cette matinée sur la fraude, la corruption et bien d'autres. Merci. Merci.